Joli, n'est-ce pas? Ce pays est réglé à fond dans de nombreux aspects, de la sécurité nationale à la sécurité des skieurs. De l'atmosphère alpine au freeride dans la neige alpine, des solutions d'infrastructure et de transport public incroyables, au prix incroyable pour presque tout. Dans cette vidéo, nous discuterons de ces aspects en prenant l'exemple d'une région très pittoresque et exclusive. Mais d'abord, les introductions à la préparation du café sont un peu banales sur YouTube, mais je voulais souligner que cet hiver, malgré l'opportunité d'aller à la montagne, j'ai plus que jamais apprécié la possibilité de prendre un café dans ma cuisine à Kharkiv. Et quand j'étais en ville, je filmais progressivement du matériel sur Kharkiv en hiver, à commencer par le sapin de Noël dans le métro, que je pense être un très bon coup médiatique. Au chat nommé John de Liptsi, qui a été évacué de là-bas et qui, je l'espère, vit maintenant ses meilleurs jours à Lviv. Et enfin sur le fait que, au coucher du soleil, nous faisions du patin à glace sur la rivière Lupan jusqu'à ce qu'une alerte aérienne nous interrompe. Et bien sûr sur les volontaires, qui travaillent souvent depuis les premiers jours. Parmi eux, Oleg Sidj, qui est impliqué dans l'évacuation médicale de la région et avec son équipe transporte des ambulances des Pays-Bas. C'est aussi mon vieil ami Jura, qui louait des caméras et s'occupe actuellement de la réparation des voitures pour l'armée et pendant tout ce temps, il a fait beaucoup de travail exceptionnel. Cela concerne aussi Dimitrij, qui est impliqué dans le sauvetage des animaux blessés par les bombardements et les transporte vers différents refuges, y compris par exemple à l'Académie vétérinaire de Kharkiv, où le personnel s'en occupe. Mais pour une raison quelconque, cette fois je n'ai pas pu rassembler mes pensées pour tourner une vidéo séparée sur YouTube à ce sujet. J'ai donc décidé d'en parler au début de cette vidéo et de rappeler la collecte de fonds pour les bénévoles. Donc, j'ai ce matériel de Suisse qui attend depuis 1 an et demi pour être monté. La partie introductive à Kharkiv nous a pris un peu plus de temps, alors n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, nous nous téléportons à 2011, dans l'une des régions les plus intéressantes de la Suisse. Engadine est une région montagneuse près de la frontière avec l'Italie, qui, comme la plupart des Alpes, est célèbre pour ses lacs pittoresques et ses vues montagneuses. Mais en plus, elle est également célèbre pour Saint-Moritz. On considère généralement que c'est la ville la plus chère et la plus élitiste de toute la Suisse. Par conséquent, elle est l'une des meilleures au monde. C'est une combinaison surprenante d'une très haute concentration de luxe hardcore et de splendeur, ainsi que de traditions de sport d'hiver. Nous en parlerons un peu plus tard. Nous ne commencerons pas par la ville elle-même, mais par son principal attrait naturel, un grand et beau lac du même nom. Ce n'est pas le plus grand de la vallée, mais c'est certainement le plus riche en événements. Par exemple, en été, le club de voile local organise de vraies régates. Hors saison, c'est un excellent itinéraire pour les promenades. Et lorsque l'eau gèle suffisamment, des institutions d'État spécialisées le surveillent, soit dit en passant, et vous pouvez y voir un événement tout aussi prestigieux qu'une régate de yachts. Des courses de chevaux et des tournois de polo se tiennent ici chaque année depuis 1911. Cet événement s'appelle White Turf, ce qui signifie surface blanche, et attire des spectateurs parmi les gens ordinaires, ainsi que ceux qui détiennent une adhésion VIP en or pour plus de 10 000 francs. Cela signifie que les athlètes et les spectateurs arrivent en jet privé, portant des manteaux de fourrure, boivent du champagne et regardent ce beau sport. Et c'est ce qui caractérise probablement le mieux Saint-Moritz.
La population officielle de la ville est d'environ 5000 habitants, principalement ceux qui ont eu la chance d'hériter d'une propriété ici ou des personnes très riches, y compris des oligarques russes sur lesquels la Suisse aurait imposé des sanctions, mais à cause de leurs secrets bancaires traditionnels à code source ouvert, il est impossible de savoir ce qu'ils possèdent exactement. Et quelque part au sommet des pentes de Saint-Moritz, se trouve la villa la plus chère de Suisse et la seule de ce type au monde. En 2018, elle a été vendue pour 185 millions d'euros. De l'extérieur, cette propriété ne semble pas non plus si chère, mais le fait est qu'elle a 7 niveaux, dont certains sont sous la terre alpine. Mais la principale richesse est dans ce château. En plus d'un accès privé aux remontées mécaniques et aux salles de bain ornées de bijoux, il y a un véritable lac souterrain ici. En général, creuser ou forer quelque chose sous terre ou dans les roches est une telle tradition nationale suisse. On a commencé à créer d'énormes tunnels ferroviaires pour l'époque, dès le 18e siècle, et ce pays reste l'un des leaders mondiaux dans ce domaine. On admet que le plus long et le plus profond tunnel ferroviaire se trouve dans ce pays, à 57 km sous les Alpes. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, ils ont commencé à construire tout un réseau de bunkers défensifs. C'était au cas où des invités non invités voudraient s'installer sur le sol suisse pour les raser grâce aux armes cachées là-bas. Et ce ne sont pas seulement de petits nœuds, mais d'immenses réseaux autonomes de plusieurs kilomètres, soigneusement dissimulés dans les montagnes. On peut donc dire que, tandis que d'autres pays négociaient et formèrent des alliances, les Suisses creusaient le sol alpin pour se sécuriser en raison de leur célèbre neutralité. Et bien sûr, je dois mentionner qu'après la Seconde Guerre mondiale, les Suisses ont construit de nombreux bunkers à travers le pays, capables de protéger toute la population en cas d'attaque nucléaire. En bref, la Suisse souterraine est aussi intéressante que la Suisse en surface et, à mon avis, le sujet le plus complet et captivant des bunkers et dépôts de ce pays a été présenté par l'un de mes YouTubeurs préférés, Johnny Harris. Je recommande de regarder ce documentaire si vous connaissez l'anglais. Je n'ai passé qu'1 jour et demi dans la ville elle-même et elle m'a paru extrêmement inconfortable pour marcher. En plus des sentiers spécialement balisés, vous pouvez également emprunter des ruelles étroites pour sortir du Range Rover et entrer dans un restaurant ou une boutique. La concentration de magasins de mode par mètre carré est probablement la plus élevée que j'ai jamais vue ici. Une Rolls-Royce est arrêtée sur la route. Cela arrive. Selon l'intrigue, l'action hivernale du film House of Gucci s'est déroulée ici. Cependant, elles ont été tournées dans une station un peu plus économique, quelque part en Italie. Probablement parce qu'ils avaient un budget limité pour bien payer tout le monde. Il est rare de trouver des offres bon marché, mais au prix moyen par nuit en saison hivernale, Saint-Maurice est l'une des villes les plus chères du monde. Mais l'un des hôtels de luxe ici est devenu un point de repère pour toutes les Alpes. Si la ville française de Chamonix, dont j'ai parlé dans l'une de mes vidéos précédentes, est devenue le berceau de l'alpinisme à Saint-Maurice, en fait, dans cet hôtel sont nées les vacances d'hiver telles que nous les connaissons. Un été, vers le milieu du 19e siècle, son propriétaire a parié avec ses invités anglais que s'ils venaient ici en hiver, ils atteindraient un niveau aussi élevé que pendant la saison chaude. Ils sont venus et sont restés jusqu'au printemps. Depuis lors, Saint-Maurice a commencé à accueillir des voyageurs fortunés toute l'année. En fait, elle est devenue la première station d'hiver et a commencé à être reconstruite pour répondre aux besoins des touristes. Et les hôtels avec des villas sont devenus sa nouvelle apparence historique. Il reste très peu de vieux bâtiments dans la ville. Ils ont été transformés en hôtels et nouveaux magasins. Même maintenant, on entend les bruits de construction en arrière-plan. C'est l'un des rares monuments médiévaux ici. La caractéristique principale de cette tour est qu'elle est fortement inclinée sur le côté. C'est la tour penchée de Saint-Moritz et vous pouvez voir de loin comment elle s'incline. Regarde, elle s'est inclinée à cause d'un tremblement de terre qui s'est produit ici au 16e siècle. Depuis lors, ils ont essayé de la démolir plusieurs fois, mais cela ne s'est jamais produit. Et maintenant, les habitants s'opposent à son retrait, car c'est presque le seul patrimoine architectural local de ce genre. Passons du patrimoine architectural au patrimoine gastronomique. Et je ne parle pas de fromage suisse ni même de chocolat.
Je suis allé dans un café local avec une bonne note et $1 sur Google Maps pour goûter la célèbre tarte Engadine. C'est un dessert local, fait avec des noix comme les noisettes ou les noix avec du caramel, cuit dans une pâte brisée. Cependant, la garniture était légèrement différente de celle que j'ai vue sur Internet. Mais essayons. Choléra, c'est vraiment délicieux. Alors, à quoi ça ressemble? Des noix avec du lait concentré cuit qui sont vendus dans chaque pâtisserie, mais pas au prix suisse. Pourquoi tu ne veux pas tenir sur la fourchette pour la photo? Quoi? Attendons l'addition. 5,50. Ce n'est pas aussi douloureux que je l'imaginais. Passons des douceurs aux sports d'hiver, dans lesquels Saint-Maurice a également été l'un des pionniers. En 1928, les deuxièmes Jeux olympiques d'hiver de l'histoire ont eu lieu ici, à nouveau après Chamonix. Et ensuite, en 1948, ils ont eu lieu ici encore. Dans l'histoire, il n'y a eu que 3 villes de ce genre. Il y a beaucoup de différents sites sportifs historiques ici. Certains d'entre eux sont encore en activité. Le plus célèbre et légendaire est la piste de bobsleigh. Tout d'abord, c'est la plus ancienne du monde. Il a été ouvert en 1904. Deuxièmement, c'est le seul circuit naturel. Cela signifie qu'après chaque chute de neige, il devient inexistant. C'est pourquoi les records de vitesse ne sont pas transférés d'une saison à l'autre, car chaque fois, c'est un peu différent. Bien sûr, les touristes ordinaires ne seront pas autorisés sur la piste de bobsleigh. Cependant, vous pouvez essayer vos compétences sur la patinoire olympique. Après les jours de gloire olympique, la patinoire a été quelque peu négligée. Mais en 2017, une célèbre entreprise britannique d'architectes, Foster & Partners, a été choisie pour restaurer Kharkiv. Tout ici a été restauré dans un joli style vintage. C'est maintenant l'endroit idéal pour une romance glacée et légère. Dans l'ensemble, si ce n'est pas le bonheur olympique ultime, c'est très proche. Expérimenter ce bonheur sur la glace coûte 22 francs et j'ai décidé de faire cet investissement. De loin la meilleure patinoire sur laquelle j'ai jamais été, même un peu mieux que la rivière près de chez moi. Enfin, au-dessus de la ville, se trouve le vaste centre de ski Corviglia. J'y suis allé avec un groupe d'amis ukrainiens qui sont également venus ici pour explorer l'Engadine. Nous avons commencé par la ville de Celarina, qui est connue pour être très proche de Saint-Moritz, et les logements y sont beaucoup moins chers. Malgré cela, nous avons subi un coût financier sérieux là-bas. Le forfait de ski au guichet coûtait 190 € pour 2 jours. Ce sont les remontées mécaniques les plus chères sur lesquelles j'ai jamais skié. Je ne dirais pas que les remontées mécaniques ici sont les plus récentes. Au contraire, elles ajoutent une touche vintage et il n'y a même pas de coin snowboard. Nous avons donc dû l'emmener à l'intérieur, où il n'y a pas beaucoup de place non plus. À la station, ils ont fourni une sorte d'étui pour planche de snowboard pour ne pas rayer cette magnifique nouvelle cabine. À première vue, Corviglia ne diffère pas beaucoup des autres stations alpines. Les mêmes 155 km de pistes bien entretenues, des vues incroyables tout autour et des restaurants pittoresques avec de la nourriture chère. Mais si vous regardez de plus près, vous pouvez réaliser que Corviglia ne vient pas d'une telle famille. Les colonnes ne font pas la promotion de marques de ski, mais plutôt de marques axées sur la mode, et la société autour d'elles privilégie souvent la mode à la technologie. Par exemple, au lieu de casque, vous pouvez voir ces super bonnets en fourrure sécurisés. Et vous pouvez poser la question, Vlad, qu'est-ce que tu faisais là-bas? Le fait est que la plupart des gens de Belmont n'aiment pas trop le freeride. C'est pourquoi quelques jours après la neige, on peut trouver des pistes presque intactes juste à côté des rails. Je suis d'accord, vous n'aurez pas ce genre de bonus avec aucun ski pass VIP. Eh bien,
Ça ressemble à du freeride. Super! Quelle neige! Wow! Quelle descente! Courte, mais... Il est encore difficile de croire que nous avons passé une demi-journée par un temps ensoleillé à dévaler presque seuls les pistes alpines après avoir pris le téléski. Puis, nous avons pris de l'assurance et sommes allés à pied à la recherche de descentes plus longues et plus raides. Et bien sûr, ces recherches ont été couronnées de succès. En bref, à ce moment-là, tout ressemblait à un standard de qualité suisse pour une journée de ski. Cependant, cela n'a pas duré longtemps. Il y a seulement 10 minutes, nous descendions cette pente et nous nous amusions bien. Nous remontons et maintenant, une avalanche a déjà recouvert toute la largeur de la pente. Les montagnes ont montré à ce moment-là qu'elles ne doivent pas être sous-estimées. Et maintenant, je voudrais me concentrer davantage sur la rapidité avec laquelle les secouristes suisses ont agi. Ils sont apparus presque immédiatement en haut, au pied de la pente, avec 3 hélicoptères pour évacuer les victimes potentielles, et les chiens de service ont été amenés pour renifler la neige à la recherche de personnes qui auraient pu être ensevelies. En bref, ils ont agi comme une montre suisse et bien sûr, ils nous ont demandé de quitter la piste pour ne pas leur donner plus de travail. Et honnêtement, nous n'avions pas du tout l'intention de le faire. En résumé, ces pistes nous ont fait une très bonne impression. Nous avons tranquillement longé ces pistes et nous sommes dirigés vers la maison. Cependant, les aventures ne se sont pas arrêtées là. Je voulais faire voler mon drone sur le chemin de la maison et le drone s'est inexplicablement retourné dans les airs et est tombé quelque part. Il semble qu'un moteur ait échoué. Oui, il doit être quelque part ici. Selon la carte, il est quelque part en dessous de moi. Ici. Il s'est enterré ici. Oh, c'est super! Il s'est vraiment enterré là. Oui, tout va bien avec lui. Comment ça va? Ça va? Rien de grave. Ha ha ha! C'est bien que ça soit arrivé en plein milieu d'une pente propre, et pas quelque part en ville ou sur une route. Oui, bien sûr, les drones sont imprévisibles. Samdan est le centre administratif du district de Haute-Engadine, avec une population d'environ 3000 habitants, et il m'a semblé être presque le contraire de Saint-Moritz. Et non, la ville n'est pas pauvre du tout, mais elle est beaucoup plus confortable, avec un plus grand nombre de bâtiments historiques et en général moins touristiques et oligarchiques. Cependant, l'établissement principal et la caractéristique de Samedan est l'aéroport local. C'est l'aéroport le plus haut d'Europe et il peut accueillir des vols réguliers. En raison de sa position dans une vallée montagneuse, il n'est pas considéré comme le plus facile pour atterrir parmi les pilotes. C'est aussi un endroit intéressant pour se promener et regarder les avions, car c'est ici que viennent les différents jets privés des amateurs de Prada et de polo à cheval. Eh bien, mon voyage en ville n'était pas par voie aérienne, mais par la route plus typique de la Suisse. Cela a commencé par un embouteillage de 2 heures à la frontière italienne. Et ce n'est pas parce que nous essayons de faire passer quelque chose en contrebande, mais parce que dans le tunnel à sens unique, qui est la seule route vers le pays, des travaux techniques étaient en cours. C'est pourquoi je suis arrivé à la gare après 9 heures. Tout était fermé, mais sur l'horaire, il y avait un dernier train dans ma direction, donc j'ai décidé de l'attendre.
Ainsi, après une autre heure de méditation dans le froid alpin et avec la précision suisse à la minute près, comme prévu, mon train est arrivé sur le quai. Les Suisses prennent le train plus souvent que quiconque en Europe, sauf le Japon. Et ce n'est pas surprenant, car d'une part, malgré le terrain montagneux, ils ont l'un des réseaux ferroviaires les plus complets et les plus denses. Et d'autre part, c'est l'un des plus ponctuels. En moyenne, plus de 90% des trains arrivent à l'heure. La ponctualité en Suisse est définie comme un retard de moins de 3 minutes. C'est une norme très stricte. Ce n'est pas sans raison que les chemins de fer suisses occupent la première place en Europe et la troisième dans le monde en termes de qualité et de fiabilité, juste derrière le Japon et Hong Kong. Je parlerai un peu plus tard dans ce film de la beauté et de la technologie des trains eux-mêmes et de certaines lignes. Pour le moment, revenons à la soirée sur la route. Et ainsi, je suis finalement arrivé à Samdan et je suis parti dans le noir complet pour trouver mon Airbnb. Au début, je pensais vraiment que Google Maps m'avait emmené quelque part, mais l'hôte m'a rencontré et m'a gentiment conduit dans son grenier. Oh wow, c'est comme un château. Je vous invite à prendre le relais. Merci beaucoup de m'avoir attendu. À demain. J'ai emménagé dans un magnifique bâtiment alpin authentique et au début, je pensais que c'était une erreur car il y avait un panneau indiquant restaurant sur la façade. C'est cependant une situation absolument typique où une maison est à la fois une institution, la maison du propriétaire, ainsi que des chambres pour les touristes. Dans mon cas, elles étaient sous le toit. Et ce n'est pas une simple chambre au grenier, mais tout le musée des réalisations de l'économie agricole suisse. Je vais te montrer. Les premières choses que l'on remarque sont les énormes Glockens, c'est-à-dire les cloches de vache. C'est l'une des traditions agricoles suisses. Elles sont généralement fabriquées et gravées à la main et transmises de génération en génération. Plus la cloche sur l'animal est grande, plus elle a d'importance pour le troupeau. Bien sûr, plus il est bruyant, plus il est facile à retrouver sur la piste. J'ai aussi lu que cette décoration est un indicateur de l'amour du propriétaire pour les animaux, mais c'est un peu ironique que sa sangle soit en cuir de vache. Et dans tout le grenier, si vous regardez autour, il y a une multitude de millésimes alpins différents, quelques vieux skis, machines agricoles, vaisselle. Les meubles sont exclusivement en bois, faits à la main et extrêmement authentiques. Avec tout cela, je vis seul sur le sol. Quant à ma chambre, elle est toute petite. Cela m'a coûté environ 75 francs par nuit et, selon les normes locales, c'est assez bon marché. J'étais très surpris que les invités au grenier partagent la douche et les toilettes en bas, mais chaque chambre a son propre lavabo. Pourquoi est-ce ainsi? Je ne sais pas, mais c'est assez pratique. La chambre est assez sombre car la fenêtre est assez petite pour l'un des merveilleux paysages suisses. Mais derrière cette petite fenêtre, il ne se passe presque rien et un silence incroyable règne, comme s'il y avait un couvre-feu. En Suisse, la majorité de la population vit soit dans de petites villes comme celle-ci, soit dans les banlieues des grandes agglomérations. En général, ce pays n'est pas connu pour être une destination de fête. Pendant leur temps libre, les habitants restent soit chez eux, soit sont quelque part dans les montagnes. Et pour être honnête, j'ai même aimé l'atmosphère et pendant mes 4 jours ici, le seul endroit que j'ai visité était le restaurant au premier étage de mon appartement. En termes d'atmosphère, elle n'est absolument pas inférieure au grenier et fonctionne selon le calendrier le plus approprié pour le rythme de cette ville, s'ouvrant le matin, puis pendant quelques heures, le soir. Nous sommes dans la partie italienne de la Suisse, donc le menu ici est dominé par des plats italiens typiques. Ce sont des raviolis, et non pas seulement des morceaux de pâte cuits avec une farce, mais de véritables œuvres d'art gastronomiques. J'ai mangé par exemple des raviolis avec du jambon local, des noix et quelques herbes alpines inconnues. Mais cela coûte aussi presque autant qu'une œuvre d'art. 26 francs. Et voici ce que je me souviens de ces raviolis. Même maintenant, c'est plutôt un goût aigre-doux de ces mêmes herbes qui se distinguaient parfaitement dans toute cette étude gastronomique. Peut-être pas à ce prix, mais très bon.
D'ailleurs, ce serait intéressant de parler au propriétaire de cet établissement. Dino. Dino et sa famille sont propriétaires de cette propriété et des raviolis depuis plusieurs générations. Étant donné que je n'ai jamais vu d'autres invités ici, je me demandais s'il valait la peine de se sentir à l'aise dans une région aussi chère. Et il s'est avéré que le grenier était occupé, et pendant la saison, il y a suffisamment de clients dans les restaurants. Nous fermons au printemps et en automne. Vous fermez? Oui. Et puis nous voyageons à travers le monde entier. Oui, c'est vrai. Oui. C'est la seule source de revenus qui te permet de voyager. Oh, c'est génial! Lors d'un de ses voyages, il a rencontré sa future femme qui a ensuite déménagé ici depuis Hong Kong. Cette énorme métropole semble être l'opposé complet de cette petite ville alpine. La seule chose qu'elle a probablement en commun avec la Suisse, ce sont les trains fiables et les prix élevés de la nourriture. La Suisse est le deuxième pays le plus cher au monde en termes de coût de la vie, juste après les Bermudes. Cependant, l'épouse de Dino, dont le nom m'échappe soudainement, s'est rapidement adaptée à l'atmosphère et aux rythmes locaux, ainsi qu'au fait que la seule façon de passer son temps libre ici est de profiter des montagnes et des lacs. En tant que locale, elle m'a parlé de divers endroits intéressants, dont l'un que nous avons visité le matin. En général, tu peux aller directement de Maplank à Samedan en transport public. Il y a un arrêt de bus juste à côté. Les horaires sont à la minute près. Suisse. Que vas-tu faire? Mais ces bus vont me manquer parce que... Andrzej est venu me chercher avec son bus, qui a d'ailleurs amené ici le groupe avec lequel nous sommes allés à Corviglia. Nous avons l'intention de découvrir maintenant une autre station de ski qui est considérée comme la plus variée de toute l'Engadine. Cette station de ski s'appelle Corvatsch. Je ne sais pas comment les Suisses le prononcent, mais c'est écrit comme ça. L'important, c'est que cet endroit m'a convaincu pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les vues depuis la station supérieure de Corvatsch. À une altitude de 3300 mètres, il y a une vue splendide sur la vallée de l'Engadine et le lac Silvaplanersee. D'un autre côté, peut-être la meilleure vue sur le sommet Bernina, le plus haut sommet des Alpes orientales. Deuxièmement, la zone de ski elle-même, en termes de longueur totale des pistes, est bien sûr légèrement plus petite que Corvilla, mais en plus des pistes, il y a aussi le célèbre Corvatsch Park. C'est l'un des plus grands des Alpes et l'une de ses principales caractéristiques est qu'il est l'un des premiers en Europe à ouvrir pour les compétitions ou entraînements après la saison estivale grâce au simple savoir-faire suisse. C'est comme une grande couverture et la chaleur du soleil ne fonctionne pas sous la couverture, donc ça a un peu fondu, mais pas beaucoup. Nous économisons donc beaucoup de neige. Alors, on peut déjà construire des figures en juillet? Oui. Eh bien, troisièmement, il y a tout simplement des conditions incroyables pour le freeride depuis le téléski. La station elle-même est principalement située sur un versant nord, ce qui contribue à une meilleure accumulation et protection de la neige, et les pentes sont assez rocheuses, ce qui les rend très intéressantes pour ceux qui aiment sauter un peu de ces rochers. Quoi? Vous êtes coincés, les bons à rien. Ceci est un test de quotient intellectuel. Si vous ne pouvez pas le résoudre, alors vous n'êtes pas fait pour le freeride. Wouhou! Yeah! Wow! Wow! Pampushki! Pierre? Putain, un peu effrayant. Allez, on avance. Wouhou! Juste un terrain de jeu. Wouhou! Wow! D'accord.
Génial. Et avec livraison directement sur la piste. Qualité suisse. Et, en revenant à la station supérieure de Corvatch, je dois mentionner le superbe restaurant panoramique qui s'y trouve. Sa particularité est qu'ils distillent leur propre type de whisky ici dans les montagnes, qu'ils utilisent pour cuisiner beaucoup de leurs plats phares. Et maintenant, je regrette un peu de ne pas avoir essayé quelque chose et de m'être contenté d'un seul café. Je pense qu'il vaut la peine de mentionner l'évidence que le restaurant et la terrasse d'observation à la gare sont tout simplement incroyables et de premier niveau. Nous étions les dernières personnes sur la montagne. Nous voulions prendre quelques photos pour Instagram et capturer toute la palette des couleurs alpines. Le restaurant était bien sûr fermé depuis longtemps et nous sommes descendus avec la dernière gondole, avec les employés qui fermaient littéralement le restaurant derrière nous. Nous les remercions beaucoup de nous avoir donné une demi-heure supplémentaire pour voir tout cela. En résumé, j'ai des souvenirs extrêmement agréables de Corvatch et je le recommande vivement si jamais vous vous retrouvez par surprise sur ces terres fertiles. Eh bien, je quitterai Saint-Maurice d'une des manières les plus cool possibles, avec le légendaire Bernina Express. Cette fameuse ligne de chemin de fer a été inaugurée en 1910 pour relier San Moritz à la ville italienne de Tirano et atteindre de nombreux points de contrôle importants. Je donnerai plus de détails en cours de route, car je pars bientôt. Cela m'a coûté 37 francs. 32 pour le billet de train et 5 de plus pour la place dans ce wagon panoramique. J'ai décidé de ne pas acheter en ligne, mais de suivre la vieille école. Je me suis approché du guichet et j'ai demandé à la dame de me trouver la meilleure place près de la fenêtre. Ils m'ont remis une enveloppe rouge avec les billets, les instructions et les vœux de bon voyage. J'adore les trains. J'essaie de les utiliser dès que possible, et c'était l'une des meilleures expériences que j'ai jamais eues. D'ailleurs, beaucoup de gens disent qu'en Europe, on ne vérifie presque jamais les billets. Mais en Suisse, j'ai rencontré des contrôleurs dans les deux trains. Par ailleurs, ce billet m'a permis de réaliser deux choses à la fois. C'est un itinéraire de transport public actif et l'une des principales attractions de la région. Le trajet du Bernina Express est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO pour sa complexité technique et sa beauté pittoresque. Il n'y a que 4 itinéraires ferroviaires comme celui-ci dans le monde. Le voyage complet commence un peu plus loin de Saint-Maurice, dans la ville de Chur. Il traverse 146 ponts et 55 tunnels. À titre de comparaison, il n'y a que 27 tunnels ferroviaires dans toute l'Ukraine. Le tronçon le plus célèbre de cet itinéraire est le viaduc de Landwasser, qui est souvent utilisé pour illustrer la Suisse. Malheureusement, je ne l'ai pas croisé, mais Andrige a gentiment pris ma photo quand il était là avec son bus. Cependant, j'ai passé le point le plus haut et le plus pittoresque de l'itinéraire. C'est le col de la Bernina, le col le plus élevé d'Europe, traversé par une ligne de chemin de fer. Admirer les montagnes, les vallées et les lacs à travers ces immenses fenêtres circulaires est l'essence même de mes expériences touristiques en Suisse. Ensuite, le train descend, franchissant la plus grande différence de hauteur en Europe. Du col de la Bernina à la ville de Tirano, il faut descendre 1800 mètres. C'est très, très grand et très pittoresque.
J'ai passé un total de 5 jours en Suisse et c'était probablement l'un des voyages les plus satisfaisants de ma vie. Et ce magnifique train futuriste qui m'a emmené à travers les vieilles villes italiennes en direction de l'aéroport était la fin parfaite de tout cela. Dernièrement, dans mes vidéos sur différents pays étrangers, j'aime aborder le sujet de ce que nous pourrions adopter de tel ou tel pays. Mais la Suisse en particulier ne me semble pas être le modèle le plus approprié à suivre, car la Suisse et l'Ukraine sont deux pays complètement opposés à l'échelle européenne. En commençant par la géographie, nous sommes principalement un pays plat et intérieur, avec une certaine diversité naturelle et des minéraux, tandis que la Suisse est vraiment une région montagneuse au centre de l'Europe, et l'Ukraine, en raison de son emplacement géographique avantageux, a malheureusement été un champ de bataille dans de nombreuses guerres. Au fil des siècles, on craignait même une attaque contre la Suisse. Cela les a aidés, entre autres, à développer la célèbre neutralité qui, combinée à l'inviolabilité sans précédent du secret bancaire, leur a permis de faire de la confiance leur atout principal. Cela signifie qu'ils ne possèdent pas de quantité excessive de ressources minérales, donc leur activité principale consiste à recevoir des ressources pour les stocker pour d'autres. Et par d'autres, cela peut être n'importe qui, à commencer par les nazis qui y stockèrent leur or, en passant par les banquiers américains, les investisseurs asiatiques et les oligarques russes. Et il me semble que si des extraterrestres atterrissaient, la Suisse serait la première à parvenir à un accord avec eux. La mentalité est complètement différente. La Suisse est en réalité un pays très pragmatique et quelque peu empathique, orienté vers une approche simplement commerciale. Dans la plupart des cas, cela fonctionne, mais parfois, cela ne fonctionne pas comme une montre suisse. Récemment, j'ai parlé à mon amie Vera. Elle est médecin et a déménagé en Suisse au début de l'année 2022. Nous avons eu de longues discussions avec elle sur la façon dont tout est organisé là-bas, comment fonctionne le système éducatif là-bas, mais ce dont je me souviens le plus, c'est un détail. En Suisse, il y a vraiment beaucoup de médecins étrangers. Le travail est presque comme une forme d'esclavage moderne et, ce n'est pas toujours bien justifié car les assistants médicaux n'ont presque rien d'autre à faire à part le travail. Cela signifie qu'ils sont souvent au travail dès 7 heures du matin et travaillent généralement jusqu'à 7 ou même 8 heures du soir chaque jour sans presque aucune pause. Et pourquoi ne le change-t-il pas? Pourquoi ne pas faire 2 changements là-bas? Beaucoup de gens de différents pays aimeraient travailler dans le domaine médical en Suisse. Je pense que tout ici a très précisément calculé et soigneusement planifié et si vous engagez trop de médecins en même temps, ce ne sera pas très rentable financièrement et pratiquement pour l'hôpital. Cela signifie que la Suisse est programmée pour faire avant tout ce qui est bénéfique pour le système. Si cela leur est bénéfique de rejoindre les sanctions de l'Union, ils le feront. Et si pour une raison quelconque, il leur est bénéfique d'appeler la guerre en Ukraine une crise sur leurs ressources officielles, ils le feront. En bref, ce pays est très étrange à bien des égards et très merveilleux à bien des égards. Dans mon film sur Samonia, je vous ai demandé pourquoi vous aviez regardé le film jusqu'à la fin, ce qui vous avait intéressé, et j'ai reçu de vous de nombreuses observations très utiles. Et maintenant, j'aimerais vous demander, pourquoi regardez-vous toutes sortes de films de voyage et d'aventures sur YouTube? Que voulez-vous trouver en eux? Que ce soit des informations utiles, des endroits auxquels vous pouvez accéder avec des favoris ou simplement du contenu avec lequel vous pouvez passer la prochaine demi-heure ou heure. Écrivez dans les commentaires. Cela sera très utile pour comprendre que faire ensuite. Alors, pour finir traditionnellement, à bientôt dans la prochaine vidéo. J'enregistre ce message pour vous après le générique de fin et en même temps, je pars pour une nouvelle aventure enneigée. Je ne sais pas s'il y aura quelque chose sur YouTube et quand ce sera, mais je prévois de publier quelque chose sur Instagram. Comme toujours, prenez soin de vous. Salut!